Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec un invité. Aujourd'hui, nous recevons M. Abdoul Kader Yada, qui est l'administrateur général de Cotradis, une entreprise burkinabé en difficulté actuellement suite à des achats de camions. On reviendra sur toute l'histoire dans cette émission, mais également les actions qui sont menées, les luttes qui sont menées pour aboutir à la vérité dans ce dossier, avec toutes les conséquences que cela engendre sur le fonctionnement de cette entreprise burkinabé. M. Yada, bonsoir. Bonsoir, M. Ismaël Drago. Merci de me recevoir sur votre plateau. Plaisir partagé. Alors, la question qu'on pose à tous nos invités, comment vous allez-vous côté santé et famille? Je vais bien, la famille aussi. J'ai 2 enfants qui passent le bac. J'espère que ça va bien se passer pour eux. On va leur souhaiter bonne chance ensemble. Merci. S'ils ont bien bossé, ils auront le bac. Ça, c'est un élément important. Alors, Monsieur Yada, avant de commencer cette émission, vous venez de rentrer de Bamako au Mali. Vous avez perdu un grand ami. C'est l'ancien ministre des Finances du Mali qui était à la tête du Fonds africain de solidarité. Oui, effectivement, je suis rentré de Bamako pour assister à l'animation d'un grand monsieur à qui je souhaiterais rendre un vibrant hommage. Je souhaiterais résumer ce monsieur en 3 anecdotes. La première anecdote, c'est que M. Diallo, qui est directeur du Fonds de solidarité africain, qui est un fonds de garantie multilatéral qui réunit 14 pays dont le Rwanda, quand il m'a reçu en présence de ses collaborateurs, ses directeurs, il a dit on doit accompagner ce monsieur tout simplement parce qu'il était dans le même confort que nous et même peut-être parfois plus de son confort de salarié. Et il a quitté cette position de salarié et il a monté une structure et il emploie aujourd'hui 300 personnes. Si nous n'aidons pas, et aujourd'hui il est en difficulté, si nous n'aidons pas ces jeunes-là, demain on n'aura pas d'entreprise régionale de ce type et c'est ces multinationales asiatiques, européennes, maghrébines qui vont venir et comme on n'aura pas d'offres régionales ou africaines en face, on est obligé de les accompagner sur des fonds que les pays africains auront mis ensemble. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote concerne un directeur d'une institution financière ici qui lui aurait demandé, mais vous prenez combien avec M. Yada? Tout simplement parce qu'il a mis tout son effort, toutes les diligences pour sauver cette société. Il a dit non, mais M. Yada, je ne le reçois que chez moi au bureau et on ne parle que de son problème. Donc s'il y a quelqu'un qui doit à l'autre, c'est M. Yada qui me doit du café. Et ça, c'est pour vous dire jusqu'où le fait de nous avoir accompagnés, ça a même créé des malaises avec certaines institutions bancaires qui étaient censées nous accompagner. La troisième anecdote, c'est qu'il m'a dit, j'étais ministre des Finances au Mali. Yada, allez voir le ministre des Finances du Burkina. Parce que moi, quand j'étais ministre des Finances, si un directeur de banque se comporte comme ces 2 banques se sont comportées, le national aurait perdu son poste et l'expatrié aurait pris l'avion le lendemain. Tout ça, c'est pour vous illustrer que ce monsieur, il était un véritable panafricain et il avait vraiment foi en la jeunesse africaine. Donc c'est pour ça que j'ai tenu d'entrer le jeu à lui rendre un vibrant hommage et que voilà la terre de... On a envie de dire c'est une grosse perte pour le continent africain, des leaders charismatiques qui aiment accompagner le secteur privé, il n'y en a pas beaucoup, ça ne court pas les rues en Afrique. En tout cas, j'ai rencontré un monsieur d'exception, ça je peux vous le dire, et j'en ai rencontré très peu dans le domaine parce que c'est un domaine où, comme on dit, c'est un peu la jungle. Et c'est un domaine aussi où trouver des hommes de probité, des hommes d'intégrité comme M. Diallo l'a prouvé. J'en ai rencontré très peu. Donc c'est pour cela que j'ai insisté pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage. Alors, témoignage pour témoignage, à aucun moment il ne vous a demandé une quelconque contrepartie dans l'accompagnement dont a bénéficié Cotradis à un moment donné? On n'en a jamais parlé. Et je ne crois même pas que ça aurait pu être un sujet évoqué. On va donc souhaiter que son âme repose en paix. Du côté du Mali, ils sont nombreux à nous regarder sur Burkina Info, donc on va rendre hommage à l'ancien ministre des Finances, que son âme repose en paix. On va revenir donc au Burkina à présent pour ouvrir le gros chapitre naturellement consacré à l'affaire Cotradis. Naturellement, ce dossier qui fait l'actualité au Burkina, tout a commencé, c'était en 2015, une affaire qui a mal tourné. Depuis lors, vous avez des insomnies, monsieur Yada. Bon, naturellement, vous savez, cette expérience malheureuse, oui. Je l'ai racontée, d'autres acteurs l'ont raconté. Bon, je vais essayer de synthétiser rapidement ce qui s'est passé. C'est que quand nous avons initié Cotradis, on s'est arrimé à un projet minier qui était le projet de zinc de Perquois.
Nous avons financé tout de suite 40 camions d'entrée de jeu. Et pendant qu'on était une start-up, on a eu de nouveaux contrats avec les cimenteries. On a dû doubler le parc pour passer à 80. C'est dans la commande de ces 40 camions qu'on s'est retrouvé, recommandé par notre client CIMAF auprès d'une institution au niveau du Maroc là-bas, un groupe qui s'appelle Fenibro 7. Avec Abidjan, hein, surtout, c'est... Oui. En fait, le groupe, c'est un groupe marocain qui a une filiale en fait en Côte d'Ivoire et qui est concessionnaire Iveco. Donc, ils nous ont dit qu'ils ont du stock au Maroc. Donc, j'ai fait le bon. Donc, dès les premiers instants, on vous a rassuré que le stock était disponible, les camions étaient en bon état et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je disais, on avait initialement des camions de marque Volvo et on ne voulait pas être forcément multimarque. Mais Volvo n'avait pas la possibilité de nous livrer les 40 camions. Il pouvait livrer que 20 camions, les 20 autres 6 mois après. Et vu la contrainte de CIMAF, il n'était pas possible d'attendre. Donc, vous étiez tenu par les délais. Oui, par les délais, voilà, le délai. La question que le citoyen ordinaire est appelé à vous poser s'il était en face de vous, est-ce que vous avez fait le déplacement du Maroc pour vérifier que les camions étaient de qualité? Moi-même, j'ai été directeur d'une concession, la concession Mercedes. Je suis moi-même ingénieur. Je sais ce qu'un concessionnaire peut faire et ne peut pas faire. Et donc, c'était pas forcément nécessaire d'aller visiter ces camions, d'autant plus que ce groupe avait la représentation de Iveco. Iveco, c'est une marque qui a pion sur rue, c'est une marque connue, c'est une marque sérieuse. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que vous n'avez pas fait preuve de légèreté aussi en n'allant pas constater effectivement que les camions étaient de qualité? Bon, je pense que ça, on peut le dire après coup, mais quand vous allez dans une boutique pour payer votre bidon Lafi, je pense que vous ne vérifiez pas toutes les caractéristiques, pourtant vous ingurgitez ça et puis ça peut jouer sur votre santé. Donc quand vous voyez le label, de facto, vous vous dites que c'est quand même quelque chose qui a été contrôlé et qui sont dignes de confiance. Est-ce que du côté de la filiale de Côte d'Ivoire, on vous avait rassuré sur les garanties dans l'achat de ces camions? J'ai un bon de commande qui est conforme aux besoins de Cotradis. Il est émis en bonne et due forme. Et il respecte voilà, les conditions de charge et tout ça. Bon, donc on me livre des camions qui sont maquillés et qui ressemblent coup pour coup comme à ceux que j'ai au camion d'origine. Donc du coup, je ne pouvais pas douter. C'est à quel moment que vous avez découvert la supercherie pour vous rendre compte que c'était vraiment du camion de mauvaise qualité qui vous avait été livré? En fait, je mets, comme je l'ai dit, je mets tout de suite en opération 40 camions, 20 camions Volvo, 20 camions Iveco, avec dans les mêmes conditions d'exploitation, même tonnage, même distance, même chauffeur formé. Et je me retrouve 2 mois après avec tout de suite coup sur coup 2 accidents que de la marque Iveco. Et des accidents violents. Pourtant, les chauffeurs sont formés à la conduite défensive, ils sont formés à l'éco-conduite, à tous les outils qu'il faut pour qu'un chauffeur puisse conduire de manière responsable. Et ces accidents, quand ils ont été constatés, pour moi, c'était inexplicable. Donc tout de suite, j'ai saisi le concessionnaire pour dire j'ai des accidents inexpliqués. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas répondu. Au 3e accident, j'ai encore écrit, ils n'ont pas répondu. Donc au 3e accident, j'ai encore écrit, ils n'ont pas répondu. C'est au 5e accident qu'on a eu mort d'homme. Et là, j'ai dit, on ne peut pas faire du business sur la vie des autres. Donc j'ai décidé d'arrêter ces camions et d'investiguer. Les 40 camions? Non, les 20. Les 20. Puisque les 20 Volvo n'avaient pas de problème. Vous les avez mis sur cale et systématiquement, ça a été des pertes d'emploi qui ont été constatées? Oui, bien sûr. Ça va même au-delà des pertes d'emploi. Comme je vous l'ai dit, on était une start-up. Quand vous contractez un prêt bancaire et que ces camions sont immobilisé et que vous devez rembourser ce prêt, vous voyez toute la difficulté que ça fait dans votre trésorerie et sur tous les autres aspects de la société. Et tous les camions finalement n'ont pas tenu une année à la limite? Non, je vous dis que les premiers accidents sont arrivés 2 mois après et le 5e accident est arrivé au 7e mois d'exploitation. Donc des camions qui étaient censés fonctionner 7 à 8 ans, vous imaginez que 7 mois après, vous les immobilisez et vous devez faire face à la traite bancaire. Et en ce moment, vous avez lancé l'expertise, la contre-expertise ou l'expertise pour savoir que les camions n'étaient pas de qualité. Est-ce que ça vous a coûté beaucoup d'argent à ce moment-là? Non, il faut dire que il y a des experts locaux qui sont de haute facture. Donc, on a approché l'expert Lamizana, que beaucoup de gens connaissent. Au Burkina, ici. Au Burkina, ouais, oui. Qui est très sérieux.
Et donc, d'entrée de jeu, quand l'expertise s'est faite, ça a révélé ce maquillage. Donc, nous avons interpellé aussi localement le concessionnaire Iveco, qui, à l'époque, la commande des camions n'était pas encore présent au Burkina, mais je précise que ce n'est pas le même groupe. Donc, eux aussi, ils sont venus vérifier, ils sont rentrés dans leur système, ils se sont rendus compte que, effectivement, c'était des camions maquillés, des camions tracteurs qui n'étaient pas d'origine, c'était des porteurs qui avaient été maquillés en tracteur. Donc, l'évidence était là, donc il n'y avait plus rien à faire que de constater cette grosse supercherie. Une grosse supercherie. Et puis commence maintenant une grosse bataille judiciaire à partir de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Maroc. Alors expliquez-nous un peu, parce que les Burkinabés qui nous regardent doivent comprendre comment vous avez souffert pendant 8 ans pour avoir gain de cause et jusqu'à présent rien ne bouge concrètement. Donc il faut dire déjà que après le constat, bon, on n'est pas allé directement en justice. On a tenté une conciliation voilà, à l'amiable. À partir d'Abidjan. Hein. Oui, à partir d'Abidjan. Est-ce qu'ils vous ont reçu, ils ont accepté ce principe de négociation à la Oui, tout de suite, parce que je crois qu'ils l'ont accepté, parce que nous avons saisi Iveco, le constructeur lui-même, pas le concessionnaire, le constructeur lui-même, qui a demandé à Feni Brosset de régler le problème, parce que ça joue sur leur image. Donc, on s'est rencontré avec le PDG de la structure, qui est venu du Maroc spécialement, à Abidjan pour cela. Mais comme je le dis, malheureusement, on n'a pas eu une écoute attentive de ce monsieur qui nous a traités avec mépris, en disant que ces camions, voilà, on les a réceptionnés sans réserve, donc il ne pouvait rien faire pour nous. Réceptionnés sans réserve, donc finalement il a essayé de vous, à la limite, rejeter la responsabilité. Oui, bon, naturellement, il s'est mis dans une posture voilà, de mépris en disant que, bon, voilà, ces camions, on les a réceptionnés sans réserve. Mais tout ça démontre toute la mauvaise foi de ce fournisseur. Avant de continuer, est-ce que vous avez payé tous les montants qui vous ont été demandés avant la livraison de ces camions? Si, le montant était entièrement payé. Et c'était combien déjà? C'était 1,1 milliard. 1 milliard 100 millions. 100 millions que vous avez payé. Alors, dans les négociations à l'amiable, qu'est-ce que vous avez voulu obtenir sans qu'on aille dans une procédure judiciaire? Non, j'ai seulement demandé que ces camions soient réparés sous la supervision de Iveco, le constructeur, avec la garantie Iveco, et que j'avais sous la main un chauffeur décédé, donc il fallait contenter les ayants droit. J'avais un chauffeur aussi qui avait été amputé d'un bras, donc j'avais demandé aussi que lui soit indemnisé. Qu'est-ce que vous avez demandé pour les deux familles? D'abord pour le chauffeur décédé et puis celui qui a eu un bras amputé. Qu'est-ce que vous avez demandé en termes de compensation? Non, j'ai demandé 20 000 euros pour la famille de la personne qui est décédée, et puis 15 000 euros pour la personne qui a le bras amputé, et puis 10 000 euros pour la personne qui vit avec une prothèse à la hanche. J'ai demandé aussi, parce que j'avais déjà 4 mois de perte d'exploitation, donc j'ai demandé que je sois compensé de cela. Et on avait 3 camions HS, donc j'avais demandé qu'on les remplace tout simplement. Et le deal était fait. Ils ont refusé catégoriquement. Ah oui, non, c'était une fin de non-recevoir. Hein. Avant d'aller dans la procédure judiciaire, est-ce que vous êtes senti un peu ridiculisé, rudoyé un peu par des Marocains suffisants par rapport au traitement de ce dossier-là? Bien sûr. Bon, j'ai quand même d'entrée de jeu, bon, le fait qu'il n'avait pas répondu à mes interpellations quand il y a eu les accidents, j'ai trouvé que c'était pas très juste. Et à la suite, quand on s'est rencontrés pour la conciliation, là j'ai senti totalement du mépris. Et ça m'a même fait penser à des choses qu'il m'avait proposées à l'avance. Je me rappelle que quand les camions, je les ai payés 51 000 euros pièce. Pendant qu'il me proposait en fait de facturer 55 000 et qu'il me reverserait les 4 000 euros voilà, en off. Non, c'est-à-dire concrètement en français facile. Non, c'est clair que en français facile, c'était de me rétribuer de 80 000 euros sur cette vente. C'est votre argent et on veut vous corrompre. C'est une autocorruption quand vous avez... Mais justement, j'ai dit qu'il faut me faire une remise. Comment c'est possible, M. Yada? À la limite, pour le Burkinabé qui nous regarde, ça semble un peu ridicule. Non, je vous dis, c'est des pratiques qui sont courantes hein, dans le milieu. Parce que bon, se retrouver avec 80 000 euros en off, ça fait parfois du bien.
On a parfois des sollicitations, on a parfois des investissements privés, tout ça. Moi, je n'ai pas joué à ce jeu. J'ai dit que faites-moi une remise parce que c'est ma société, je ne vais pas spolier ma société. Le principe de la remise a-t-il été accepté? Bon, j'ai tellement insisté que j'étais obligé de l'accepter. Ok. Et là, en refusant d'aller à une conciliation, à l'amiable, vous avez donc entamé une procédure judiciaire. Oui, par la force des choses, par ce mépris-là, j'ai dû saisir les juridictions ivoiriennes puisque l'achat s'est fait là-bas. Donc j'ai saisi le tribunal du commerce en Côte d'Ivoire qui m'a, après une année de procédure, qui a donné raison à Cotradis et a demandé, nonobstant un appel, qu'on puisse payer Cotradis au moins 750 millions, qu'on puisse se restaurer rapidement et puis repartir. Voilà, ça date de 2017. Et ils ont fait appel, ils ont même bloqué le paiement des 750 millions. En 2018, on a eu maintenant une décision d'appel qui les condamnait à payer 1,750 milliard. Ils ont encore bloqué ce paiement en interjetant appel auprès de la Cour de cassation. Bon, et là encore, en 2020, ils ont perdu, donc ça devenait... Sur toute la ligne de la procédure judiciaire, ils ont tout perdu. Oui, il y avait des évidences quand même, il y avait dol. Il y a eu dol. Ils ont masqué, ils ont maquillé des camions. C'est clair que si j'avais eu connaissance que ces camions avaient été maquillés, je ne les aurais pas achetés, puisque j'ai acheté des camions qui existent d'origine. Oui. Et quand ils ont perdu en 2020... Alors, quand j'ai suivi un peu l'évolution du dossier, à un moment donné, ces gens-là ont déclaré faillite et puis ils sont partis. En effet, sur la Côte d'Ivoire... Comment on peut expliquer cette chose? Est-ce que vous avez été surpris par la tournure des événements, cette question des faillites et autres? Je suis très surpris parce que quand même Feni Brossette, c'est une compagnie à capitaux majoritairement de l'État marocain. Et, Qui dit État marocain, c'est important de préciser, c'est la cour royale, hein, parce que c'est la royauté qui domine tout au Maroc. Non, je fais la nuance entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'État marocain qui est actionnaire dans Feni Brossette et il y a la holding royale qui est aussi actionnaire dans cette société-là. Majoritaire donc, ou pas? Les deux combinés sont à 67%, donc majoritaire. Ok. Donc j'étais étonné qu'une structure qui est quasiment une structure du roi, une structure de l'État marocain, se comporte de la sorte. Et quand est-ce qu'on vous a notifié la faillite de cette entreprise du côté de la Côte d'Ivoire? Non, ça a été constaté quand nos huissiers allaient pour les signifier les décisions de justice pour qu'ils payent. On est arrivé, on a trouvé que les locaux étaient vides. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient vendu aux enchères un certain nombre de stocks qu'ils avaient. Et puis on a réussi à saisir dans les banques 160 millions. Et même là, ils ont fait opposition de manière dilatoire pour nous faire perdre 1 an et demi. Et voilà, on n'avait rien en face. Avant de continuer, est-ce que les 160 millions, avec le temps, vous avez pu les avoir finalement? Oui, on a réussi à avoir, sur les 160 millions, on a réussi à avoir 110 millions. Les 50 autres millions ont été bloqués. Ont été bloqués. Depuis lors, après la Côte d'Ivoire, vous avez écrit même au président Alassane Ouattara à un moment donné, dans l'espoir qu'il puisse trouver une solution. Oui, me trouvant dans une situation assez complexe, je me suis dit que le président Ouattara, vu tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour améliorer le climat des affaires, pour rendre ce pays émergent, ce genre de situation ne devrait pas arriver. Donc je l'ai interpellé pour dire, bon, j'ai une société qui a pris plus d'1 milliard de Cotradis, qui a été condamnée jusqu'en cassation et qui s'est mis en faillite et qui allait se réfugier au Maroc. Et donc, c'est pas bon pour le climat des affaires, donc je l'interpelle à cela. Vous n'avez pas eu gain de cause? Bon, je n'ai pas eu de... Est-ce que vous avez une réponse écrite? Non, je n'ai pas eu de réponse et ça m'a surpris. Peut-être la lettre n'a pas été envoyée à la bonne adresse? Bon, je peux dire que la première lettre a été déposée à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina. Okay. Et la deuxième lettre de relance, c'était un DHL, directement à la présidence de la République. Jusqu'à l'heure où on se parle, aucune réponse de la présidence. Non, j'ai pas eu de Côte d'Ivoire. réponse. Alors, l'entreprise qui a déclaré faillite, qui se réfugie du côté du Maroc, cela n'a pas entamé votre morale, hein, vous avez continué la procédure. Et quand vous êtes arrivé finalement du côté du Maroc, comment ça s'est passé, comment les choses ont été traitées? Bon, dans ce genre de situation, je peux dire que en fait la filiale a été condamnée solidairement avec la maison mère au Maroc, tout simplement parce que la maison mère qui avait le stock, c'est au Maroc que les modifications étaient faites. Donc, étant condamné solidairement, la procédure, c'est de faire une exéquatur, c'est-à-dire de prendre la décision ivoirienne et puis de la rendre applicable au Maroc.
Et normalement, tout le monde, tous les avocats et tous les juristes vous diront que normalement, c'est comme une lettre à la poste, une exéquature. C'est pas un deuxième jugement. Mais malheureusement, au Maroc, c'est comme si on a eu à faire un deuxième jugement. Et le jugement a donné comme verdict qu'appliquer la procédure au Maroc, du moins la décision judiciaire, ce serait un trouble à l'ordre public marocain. Trouble à l'ordre public? Oui, parce que bon, ils disent que si on applique la décision, ça va mettre en faillite la maison mère, donc les employés de cette société vont sortir faire du bruit, donc ça va faire des troubles. Alors, c'est bien qu'on explique au Burkinabé qu'on regarde au Maroc comment les choses sont passées concrètement. Est-ce que c'est une nouvelle procédure qui a été engagée ou bien vous avez demandé tout simplement qu'on applique les décisions qui ont été prises du côté de la Côte d'Ivoire au Maroc systématiquement? Non, c'était ça l'esprit. Hein. L'exéquature, c'est de voir le juge de l'exéquature pour dire on a une décision de dernier ressort, le juge vérifie que c'est de dernier ressort. Il vérifie juste que voilà, la partie qui a été condamnée a pu se faire représenter, ce qui est notre cas. Et à partir de ces deux éléments, normalement, le juge doit accéder à l'exéquature. Est-ce qu'on vous a opposé l'indépendance de la justice marocaine par rapport à celle de la Côte d'Ivoire, par exemple? Non, parce qu'on a vérifié tout ça. Hein. Il y a une convention d'entraide judiciaire entre la Côte d'Ivoire et puis le Maroc, et même entre le Burkina et puis le Maroc. Donc l'exéquature, c'est vraiment quelque chose de basique. Est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'on a voulu protéger des Marocains par rapport donc à une fausse affaire qui a été organisée? Ça me semble une évidence parce que déjà se mettre en faillite sur la Côte d'Ivoire prouve qu'il y a la mauvaise foi de ne pas payer. Même les 160 millions qu'on a réussi à saisir, ils savent que c'est une décision de dernier ressort, il n'y a qu'à payer. Même ça, ils ont fait des dilatoires pour qu'on n'ait pas accès, pour mettre Cotradis en difficulté. Donc, naturellement, quand on se retrouve au Maroc et qu'ils trouvent des artifices pour ne pas appliquer la décision, ça me semble être voilà, une décision d'autorité marocaine pour protéger leur entreprise. Et comme je vous l'ai dit, cette entreprise est quasiment une entreprise d'État, une entreprise du roi. Bon, donc qui se comporte comme ça et qui n'a pas été sanctionné, ni les dirigeants sociaux, ni qui que ce soit. Je suis étonné parce que à ces niveaux-là, on ne peut pas penser quand même que c'est une escroquerie d'État. Je n'ose pas croire à ça, mais ça y ressemble. Et à partir de là, vous vous êtes dit, on n'arrêtera jamais la procédure, même si au Maroc, vous n'aurez jamais gain de cause tel que ça se présente. Bon, je me trouve en face, comme je dis, d'une décision d'autorité de l'État marocain. Bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est de revenir dans mon pays et puis de montrer toute la mauvaise foi qui est faite pour ne pas indemniser Cotradis, toute la perte d'emploi, des emplois qui est faite, toutes les pertes financières qui sont faites. Il faut interpeller les autorités et puis dire, bon, on a des relations diplomatiques, bon, si on peut utiliser ces canaux-là, ou bien ce canal pour voilà, accéder à cette indemnisation, ça fera des emplois et puis ça fera une société burkinabé qui n'a pas fauté, qui repart de plus belle. Avant de parler de ce que nous pouvons faire au Burkina ou d'encore des relations entre le Burkina et le Maroc, je veux qu'on fasse une escale sur une lettre que vous avez envoyée à Macky Sall, qui était le président donc en exercice de l'Union africaine. Vous avez espéré qu'il puisse faire quelque chose. Apparemment là aussi, mais rien n'a bougé. En effet, bon, on est dans des schémas où on parle de ZLECAf, où on parle prioritairement des échanges intra-africains. Bon, je me retrouve dans une situation où j'ai payé les camions en Côte d'Ivoire. Et puis je ne peux pas recouvrer à partir du Maroc, voilà, je ne peux pas recouvrer au Maroc. Ainsi de suite. Voilà, donc j'ai interpellé le président Macky Sall en disant, bon, voilà, on se trouve dans une situation où on est bloqué, pourtant c'est un achat intra-africain. Bon, est-ce que ça c'est vraiment encourageant? Bon, j'avais espéré réellement qu'il se penche sur le sujet et qu'il interpelle voilà, les autorités marocaines pour résoudre le problème. Mais là aussi, je n'ai pas reçu de réponse. Vous avez été surpris par son attitude éventuellement? Bon, j'ai fait le même schéma. Hein. Le premier courrier est parti par l'ambassade du Sénégal au Burkina et puis le deuxième courrier est parti par DHL. Donc, direction de la présidence du Sénégal. Aucune réponse. Revenons donc sur les possibilités. Vous êtes dit finalement, si sur le plan judiciaire entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, enfin, la Côte d'Ivoire ça n'a pas marché, au Maroc ça n'a pas marché, est-ce que diplomatiquement on peut trouver une solution à une telle situation selon vous?
Bon, naturellement, pour moi, on a d'excellentes relations avec le Maroc. Ça s'est vu récemment avec une commission mixte qu'il y a eu entre le Maroc et puis le Burkina. Et quand j'ai eu vent de ça, j'ai envoyé un courrier à la ministre des Affaires étrangères du Burkina en date du 1er juin. Olivia Rouamba. Voilà, parfaitement, pour lui demander si le dossier Cotradis n'était pas à l'agenda de cette commission mixte. Je souhaiterais qu'on puisse quand même l'intégrer. Donc, elle a réagi rapidement. Elle m'a fait recevoir par l'ambassadeur Soma, qui était le chef de la délégation des experts. Donc, je lui ai présenté la situation, je lui ai présenté mes attentes. Et derrière, j'ai même un peu rigolé avec lui en disant que, bon, dans la restauration de Cotradis, il est prévu une usine du côté de Niangolko, qui est à l'ouest du Burkina. J'ai dit que cette usine, c'est vers chez lui, c'est pas chez moi à l'est. Donc, ne revenez pas de cette commission mixte-là avec moins que ce qu'on peut espérer avec Cotradis, qui est de 1000 emplois directs et puis de 3000 indirects. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir une oreille attentive du côté du ministère des Affaires étrangères? Oui, l'ambassadeur Soma, en tout cas, m'a semblé très déterminé. Il m'a dit qu'il avait vraiment, en tout cas, mandat de la ministre des Affaires étrangères pour qu'on enrôle ce dossier-là au niveau de la commission mixte. Donc j'avais espoir. Sauf qu'à la dernière minute, ce dossier n'a pas été... En tout cas, dans les conclusions qui sont sorties de cette commission, on n'a pas vu le nom de Cotradis quelque part. Bon, ça c'est quand même étonnant parce que je peux vous dire que quand vous regardez, vous lisez les conclusions de cette commission mixte, vous allez voir qu'il y a même une partie où il est dit que les condamnés marocains au Burkinabé désormais vont purger leur peine dans leur pays. Donc moi je me demande... Est-ce que vous vous êtes dit, c'est mon dossier là qui a été naturellement traité d'une manière indirecte à partir de la diplomatie? Non, je ne crois pas. Je pense plutôt que les Marocains se sont imposés parce que... parce que la société civile aujourd'hui est en train de réclamer. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une procédure au Burkina au pénal que les victimes ont déposé auprès des juridictions burkinabées. Il y a eu les dirigeants sociaux de Feni Brossette, Maroc et puis Côte d'Ivoire qui ont été convoqués, ils ne sont pas venus. Donc avec la pression voilà, de la société civile, il est possible que ces présumés fautifs viennent répondre. Donc tout de suite, on commence à leur aménager une porte de sortie en disant que voilà, désormais, s'ils sont condamnés, ils vont aller purger leur peine au Maroc. Quelle urgence par rapport à restaurer Cotradis, à indemniser les ayants droit du décédé, à indemniser la personne qui a le bras amputé et tout ça. Ou encore la personne qui porte des protèges au niveau de la hanche. Je voulais qu'on revienne encore sur un aspect important. Est-ce que vous pensez que si Cotradis avait obtenu gain de cause de par la diplomatie, c'était encore nettement plus profitable que ce que le Maroc nous offre en contrepartie actuellement? Bon, moi, ce que j'ai pu constater, Cotradis, comme j'ai dit, c'est tout de suite 1000 emplois et puis 3000 emplois indirects pour la restauration telle qu'on l'a sollicité. Et c'est 2 milliards dans taxes et impôts chaque année au trésor public. Tout ça, c'est des chiffres qui peuvent être prouvés. Mais derrière, ce que j'ai constaté, c'est que bon, le Maroc nous octroie 130 bourses. Bon, ça, je ne vous l'ai pas dit. Moi-même, je suis un ancien boursier du Maroc. Une bourse, en réalité... c'est déjà même des demi-bourses qu'ils donnent, c'est environ 500 000 par an. Et pour moi, 130 bourses, 500 000 francs CFA, puisque c'est 37 500, la moitié d'une bourse, 37 500 sur l'année, vous pouvez voir. Et puis, il y a un billet d'avion tous les 2 ans. Et puis, les frais d'inscription, c'est les écoles publiques. Donc, 500 000. Donc, pour moi, 130 bourses, c'est 80 millions. Et pour ce qu'on offre au Maroc aujourd'hui, je trouve que le retour n'est pas du tout acceptable. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on se met dans une situation où on reconnaît au Maroc le Sahara occidental, parce que même la commission mixte est passée à Dakhla, qui est une enclave qui est disputée avec l'Algérie, pas l'Algérie directement, mais avec la RSD. Et de facto, nous on reconnaît c'est-à-dire l'autorité du Maroc sur cette partie qui est disputée. On se met à l'Algérie à dos, pendant que je pense qu'aujourd'hui, une position de neutralité serait pour moi la mieux indiquée, parce que on se retrouve à ce que l'Algérie est plus stratégique, je pense, dans la lutte contre le terrorisme que le Maroc. Bon, on leur offre tout ça.
Aujourd'hui, quand vous regardez les structures, j'ai regardé les chiffres un peu de l'Onatel, les chiffres des 3 banques qui sont marocaines, des cimenteries, l'assurance Salam, et puis voilà, tout ce qu'on importe comme fruits et légumes de chez eux. Oui. Je pense qu'au bas mot, le Maroc remonte entre 80 et 100 milliards de francs CFA chez eux. Donc c'est nous qui perdons. À vous écouter attentivement, dans cette relation Maroc-Burkina, c'est nous qui perdons. Elle est déséquilibrée, à mon sens. Elle est fortement déséquilibrée. Et vous avez mis espoir sur la commission mixte de coopération pour recadrer un peu les choses? Bon, pour moi, une commission mixte, c'est comme un conseil de ministres conjoint. Oui. Bon, un conseil de ministres conjoint qui n'allait pas évacuer un dossier comme celui de Cotradis, je ne comprends pas. La diplomatie burkinabé a-t-elle failli sur le traitement de votre dossier? Bon, je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça y ressemble. Alors, ils sont revenus. Aux dernières nouvelles, l'ambassadeur doit revenir du Maroc avec une bonne nouvelle vous concernant. Est-ce que vous avez espoir que finalement ça va être traité au niveau du roi pour qu'on dise finalement qu'il y a une solution qui a été trouvée pour que l'image du Maroc ne soit pas ternie définitivement par rapport à l'affaire Cotradis? Bon, moi, j'attends de voir. Hein, j'attends de voir. Comme je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours espoir que le Maroc va se rattraper dans cette situation. Mais sinon, pour moi, la commission mixte devait vider ce dossier. Vous n'êtes pas prêt à accepter des miettes comme indemnité, hein? Non, il y a une condamnation de justice. Et puis derrière, je vous ai dit qu'ils m'ont freiné pendant 6 ans. J'étais certainement beaucoup plus avancé aujourd'hui en termes de revenus, en termes de projets, en termes d'employés. Donc, pour moi, il faut restaurer Cotradis. Alors, il y a l'affaire Cotradis, la diplomatie burkinabé, la commission mixte qui ne vous a pas donné satisfaction. Toujours dans le dossier, on a l'impression que vous avez tapé à toutes les portes. Vous avez même écrit au capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina aujourd'hui, pour qu'il trouve une solution à votre affaire. Oui, c'est naturellement, il fallait quand même que je saisisse les plus hautes autorités du Burkina pour leur expliquer cette problématique, parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu des emplois gâchés. Et puis en face, on a du mépris de la part de la partie marocaine. C'est pas acceptable. Donc j'ai saisi voilà, le président de la transition et j'ai saisi aussi le ministre des Affaires étrangères, comme je vous le disais tantôt. Mais est-ce que le président, quand vous l'avez écrit, vous avez eu une réponse de la part de la présidence? Bon, j'attends toujours. Depuis quand vous avez envoyé cette lettre-là? Bon, cette lettre date du mois d'avril. Avril, mai, juin, un peu plus de 2 mois après, personne ne vous a appelé du palais de Koulouba pour vous dire votre lettre est parvenue à qui de droit éventuellement? Bon, je suppose que l'administration a un mode de fonctionnement. Donc, si je suis reçu par le ministre des Affaires étrangères et qu'elle traite le dossier avec autant d'engagement, c'est qu'elle a des instructions de la part du président et du Premier ministre. Alors, l'affaire Cotradis a dépassé à la limite la famille, Yada ou encore votre entourage. On a vu des jeunes qui ont manifesté devant l'ambassade du Maroc. Et là, apparemment, ce message-là a eu un impact fort, sans doute. Oui, pour les échos que nous reviennent, effectivement, les jeunes m'ont contacté en disant, bon, on a vu votre histoire, on ne peut pas accepter ça, c'est une injustice qui est flagrante et tout ça. J'ai dit, vous savez, la partie Cotradis a été réglée par la justice ivoirienne. Concentrez-vous sur les victimes. Et c'est pour cela que, quand ils sont allés à l'ambassade, et tout ça a été fait de manière, je crois, légale. Hein, vous n'avez pas, certains ont commencé à dire, c'est peut-être M. Yada qui, dans les coulisses, a financé des OSC pour manifester, pour défendre sa cause. Vous n'avez pas remis un centime à qui que ce soit pour faire ces manifestations? Non, ce que je peux dire, c'est que moi, j'épouse la cause parce qu'elle est noble. Mais cette jeunesse, je pense qu'elle est consciente, c'est une jeunesse patriotique, c'est une jeunesse engagée. Donc, on n'a pas besoin de perdre ou de COPEC pour mobiliser cette jeunesse. C'est du spontané. Et les manifestations, vous les avez suivies. Et quand ça s'est terminé, qu'est-ce que l'ambassade vous a dit? Non, c'est clair que les échos qu'on a, c'est que ça a choqué au niveau du Maroc là-bas, parce qu'il y a eu quand même des messages forts sur les pancartes qui interpellaient le roi, qui interpellaient le Maroc pour régler cette injustice. Mais pour moi, on peut effectivement, du côté du Maroc, avoir des situations de répréhension et tout ça, mais je crois qu'ils ont laissé durer ce problème-là, et c'est pas acceptable, c'est amoral, on ne peut pas trouver le mot pour justifier ce qu'ils ont fait. Et vous avez demandé à ces jeunes-là d'arrêter de continuer, ou bien de continuer à manifester jusqu'à ce que vous ayez gain de cause?
Bon, pour ce que je sais, c'est que ces jeunes ont adressé un courrier au roi du Maroc. Ce courrier a été réceptionné par l'ambassade le jour du sitting. Et je crois que ce courrier dit clairement que ces jeunes-là vont organiser un sitting chaque jeudi, chaque premier jeudi du mois, jusqu'à ce qu'il y ait justice pour Kotradis et puis les victimes. Donc je pense que le prochain sitting est programmé pour le 6 juillet. Vous êtes solidaire, hein? Vous ne voyez aucun inconvénient à cela, hein? Bon, si l'ambassade vous dit il faut leur dire de se calmer le temps qu'on trouve diplomatiquement une solution, est-ce que vous allez accepter? Moi, je pense que c'est pas un problème, à mon sens, où il faut aller réveiller le président de la Al-Maghrib, qui est la Banque centrale marocaine, ou bien réveiller le roi pour ça. On parle en tout c'est pas une centaine de millions d'euros. Donc, pour moi, si c'est quelque chose, s'il y a la volonté de régler ça, je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est une décision voilà, d'autorité qui viendra ou du roi ou du Premier ministre marocain. Mais voilà, je crois que c'est une volonté. La volonté n'y est pas. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut régler en 24 heures. Est-ce que vous pensez que sérieusement, au Burkina, on peut prendre les mesures nécessaires pour régler cette question-là? Oui, moi, comme je le dis, corriger une injustice, pas une injustice, pour moi, ça ne me semble pas être... ça me semble pas être anormal. Parce qu'aujourd'hui, d'autorité, ils ont dit, bon, on ne peut pas aller, c'est-à-dire, on ne peut pas aller exécuter au Maroc. Ici, ils ont des biens et qui sont liés, comme je vous l'ai dit, à la famille royale et puis à l'État marocain. Est-ce que vous voulez que les autorités burkinabées engagent des procédures de saisie des biens des autorités marocaines au Burkina qui sont liées à l'entreprise? Moi, j'aime bien faire les choses dans la légalité. C'est mes avocats qui vont saisir les juridictions burkinabées pour demander à ce qu'on puisse saisir ou un aéronef de la RAM ou la CBAO qui ont un actionnariat en lien avec mon débiteur. Est-ce que vous pensez que c'est possible techniquement? C'est le droit qui va le dire. À ce niveau-là, vous vous dites si c'est fait, ça va donner un éclat particulier à votre dossier et les autorités marocaines seront obligées de trouver une solution? Moi, ce n'est pas un éclat je veux, moi c'est une réparation je veux. Je veux reprendre les activités, je veux créer des emplois, je veux créer de la richesse pour mon pays. Moi, l'éclat qu'on puisse s'en dispenser, bon, je crois que c'est la meilleure façon. Mais si on n'arrive pas à faire entendre raison, c'est clair qu'on ne va pas laisser les choses en état. On ne va pas laisser les choses en l'état. Vous êtes un homme d'affaires qui est en train de souffrir aujourd'hui. On se demande aussi, les courriers que vous avez envoyés à vos amis et collègues, entre autres, pourquoi personne n'a réagi? On a vu le courrier adressé au patronat burkinabé que dirige Apollinaire Compaoré aujourd'hui. Un courrier également adressé à la Chambre de commerce que dirige Kadhafi, Mamadou Sawadogo, pour le nommer. Pourquoi ce silence-là? Est-ce que vous avez expliqué un peu pourquoi toutes ces personnes, personne n'a voulu vous soutenir, on vous a laissé seul vous battre, vous débattre pour vous en sortir? Bon, peut-être que c'est une première où un Burkinabé dit non à une injustice flagrante, dit non au mépris, et que ce soit dans cette dimension-là. Bon, vous savez, nos fêtières, que ce soit la Chambre de commerce, du patronat et d'autres fêtières, on ne peut pas dire qu'ils ne participent pas à défendre les intérêts de leur... Non, soyons pragmatiques. Je vois que sur cette question-là, vous hésitez un peu. Vous leur avez envoyé des courriers. Est-ce qu'ils ont répondu oui ou non à votre courrier? Est-ce qu'il y a eu des appels, des discussions pour comprendre ce que vous avez comme souci? Bon, du côté de la Chambre de commerce, ils m'ont reçu et semble-t-il, ils ont pris des dispositions auprès de leur vis-à-vis au Maroc et puis ils ont écrit au ministre des Affaires étrangères. C'est quand ils vous ont reçu au niveau de la Chambre de commerce? Il y a 2 semaines. Hein. 2 semaines. Ça veut dire que ça commence à bouger. Est-ce qu'ils vous ont rassuré qu'ils ont des mécanismes pour vous faire entrer dans vos droits à partir de la Chambre de commerce du Burkina? C'est pas quelque chose qu'on a véritablement exploré, mais je crois que c'est plus une contribution institutionnelle. Et la Chambre de commerce vous a donné quel type de garantie? Non, ce n'est pas des garanties. Ils m'ont écouté pour comprendre mon problème et ils ont saisi leur homologue au Maroc pour dire que voilà, il y a une injustice qui est là et que bon, il va falloir regarder de plus près. Et au niveau du patronat burkinabé? Bon, j'ai pas eu de retour. Le patronat n'a pas encore répondu à votre lettre? Non. Alors, l'autre aspect important, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui Kotradis est en train de souffrir le martyre
est en train de vivoter à la limite et les banques ne vous accompagnent pas. Est-ce que vous avez tenté des approches auprès de certaines banques pour récapitaliser et puis commencer votre activité le temps que le dédommagement ait lieu? Donc, je peux dire que le problème de ce genre de situation, c'est que quand vos leviers, vos fondamentaux sont brisés, vous ne devenez plus bancable. Et les banques ont des règles qui sont régies par la commission bancaire. Donc, on ne peut pas financer tout azimut une structure qui se retrouve dans la difficulté dans laquelle Cotradis est. C'est pas des philanthropes, les banques. Donc, comme je vous l'ai dit, le FSA a tenté le sauvetage de Cotradis en injectant 900 millions à la Banque Atlantique, 865 millions à CBAO et 600 millions à Fidelis, en demandant à ces banques de nous accompagner chacune avec 200 millions, soit 600 millions. Il n'y a qu'une banque qui a accepté de nous accompagner. Mais pourquoi les autres ont refusé? Comment vous expliquez cette situation? Est-ce que vous pensez que finalement c'est votre personne même qui pose problème? Bon, je veux dire que à mon jugement, il est difficile quand même de comprendre ce qui s'est passé au niveau de CBAO et même de l'autre institution bancaire. Parce que du côté de CBAO, ils avaient quand même notifié l'engagement de nous accompagner les 200 millions. Quand on s'est rapproché des objectifs pour accéder à cela, ils ont fait encore une notification en rajoutant des conditionnalités. Quand on s'est rapproché, ils ont fait une troisième notification encore rajoutant des conditionnalités. Bon, donc finalement, on sentait qu'il n'y a pas une volonté de nous financer. Fidelis aussi, on a reçu deux notifications. Une première où on était en train d'accéder, la deuxième où ils ont encore mis une clause additive. Bon, donc on était en face vraiment d'une non-volonté de nous accompagner. Donc je ne peux pas expliquer que ce soit ma personne, puisque derrière, je n'ai pas de problème personnel avec ces dirigeants des banques. Est-ce que vous voyez là l'esprit qui dit votre entreprise n'est pas crédible aujourd'hui, on ne peut plus vous faire confiance? Bon, je peux dire qu'on a été en très grosse difficulté, ça je le reconnais. On a aussi, nous aussi, des créanciers à qui on doit. Bon, il y a certains qui comprennent la situation, il y a d'autres qui comprennent un peu moins. Bon, il y a certains qui disent que M. Yada il est fiable, mais était en difficulté. Il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas fiable. Bon, donc ça, je laisse le jugement à chacun. Mais moi, je sais que je me bats pour rentrer, pour établir Cotradis et puis repartir de plus belle. Alors, parlons du Fonds de solidarité africain. Est-ce que c'est normal que le fonds mette des fonds dans des banques qu'on vous donne et on refuse de vous donner? Parce que là, c'est un peu bizarre tout de même. Oui, parce que, comme je vous dis, c'était déjà même un premier produit. Oui. Parce que le fonds de garantie a pour objet de donner des garanties aux banques pour que la banque vous finance. Mais, dans ce cas-là, oui, comme nos fondamentaux étaient brisés dans les banques, et les banques ont des règles. Quand vous avez 2, 3, 4 impayés, bon, voilà, vous ne pouvez plus être financé, accompagné. Donc, le Fonds de solidarité dit, OK, ça c'est un produit que nous avons innové pour dire quand une société est en difficulté, au lieu de mettre cette société en faillite, et puis bon, on saucissonne, les emplois sont perdus, et puis bon, non, ce qu'on fait, on va renflouer les banques, assainir les comptes, et ces banques vont accompagner la structure. Donc, Cotradis, c'était une première dans ce produit-là. Donc, ils ont injecté 2,3 milliards dans les banques. 2,3 milliards? Oui, 900 plus 865 et 600, faites le compte. Et ces deux banques ne nous ont pas accompagnés. Mais qu'est-ce que les banques ont fait de cet argent finalement? Non, là, les banques assainissent les comptes de Cotradis et devaient nous accompagner. Maintenant que ces banques ne nous ont pas accompagnés, le FSA a assigné CBAO et Fidelis un remboursement de ces fonds-là avec des dommages et intérêts parce que ces fonds n'ont pas servi à la cause de Cotradis. Et derrière, je pense que le dossier est pendant au niveau du tribunal de commerce ici. Voilà, le FSA dit naturellement, remboursez-moi mes 865 millions et remboursez-moi mes 600 millions parce qu'on a mis ça pour qu'on sauve Cotradis. Vous prenez ces fonds, vous nivellez les comptes et vous n'accompagnez pas Cotradis. Bon, si j'avais été dans cette situation, que je savais que Cotradis n'aurait pas été accompagné, pourquoi j'aurais mis les fonds? Et ça s'entend. Et Cotradis aussi dit, vous ne m'avez pas accompagné, vous avez détruit mon business au Burkina, vous avez détruit mon business en Côte d'Ivoire, donc j'assigne en intervention la CBAO pour 11 milliards et j'assigne Fidelis pour 3 milliards.
Donc ça fait 14 milliards. Ça fait 14 milliards. Est-ce que Cotradis aussi n'est pas trop gourmand en termes de structure, en termes de demande aussi? Bon, je vous oppose un business plan. Pour dire, dans les 3 ans, je vais faire 11 milliards de business. Mon garant vous vient en nivellant mes comptes et vous vous engagez à m'accompagner. Vous ne m'accompagnez pas et je n'arrive pas à redémarrer. Vous n'avez jamais contesté ce business plan, donc je vous oppose les 11 milliards. C'est si simple que ça. Et du coup, vous êtes encore en procès avec les banques? Oui, bien sûr. Et ça va tenir sur combien de temps tous ces procès-là? Est-ce que ça ne vous donne pas finalement des insomnies? Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'abandonner un matin pour dire « je suis fatigué de tout ça » ? Si j'étais en train d'abuser des banques ou bien d'abuser, c'est moi qu'on abusait. Oui. Donc pour moi, le droit doit être dit. Il ne faut jamais abandonner. Est-ce que vous espérez aussi, parce qu'on a beaucoup de champions nationaux quand même au niveau des banques, il y a des Burkinabés qui ont des banques qui ont été créées ici, qui arrivent à se vendre bien dans la sous-région et même loin. Est-ce que vous espérez que ces Burkinabés vous accompagnent pour recapitaliser éventuellement vos fonds afin de pouvoir vous permettre de redémarrer vos activités? Non, je peux dire que le président de Coris Bank a quand même fait des efforts voilà, au niveau de Cotradis pour nous aider à avancer. Et donc, je ne désespère pas que déjà on puisse être rapidement indemnisé par le Maroc. Parce que c'est là où il faut, je crois, insister. Alors, est-ce que si le Maroc décide de vous donner les 1,1 milliard, le débat est clos? Non, il ne peut pas être clos. Parce que d'abord, ce n'est pas 1,1 milliard, c'est aujourd'hui avec les intérêts, nous sommes à 2,1 milliards. Et ça, c'est une partie de mon préjudice. Et comme je vous le dis, si c'est 2,1 milliards, j'ai accès à cela, ça veut dire que la procédure contre CBAO va continuer pour les 11 milliards. Mais si, tel que j'ai présenté la situation au roi du Maroc, on se mettait autour d'une table, on trouverait un arrangement qui permettrait tout de suite de rétablir Cotradis dans ses droits, d'indemniser les victimes. Et puis, tous les projets, il y a 2 projets majeurs sur lesquels j'étais, qui sont quasiment à maturité, que ces 2 projets puissent être regardés par éventuellement même la CBAO. Et derrière aussi que mes dettes au niveau des différentes banques, parce que, comme je dis, j'ai dû me multibancariser pour ne pas faire faillite. Vous devez à beaucoup de banques actuellement? Oui, il y a quelques banques sur lesquelles, effectivement, Cotradis doit de l'argent. Et ces banques-là vous comprennent, ne vous mettent pas la pression régulièrement? Bon, je crois que tout le monde a espoir que Cotradis se rétablisse, parce que je crois qu'ils sont sensibles aussi, parce que Cotradis n'a pas fauté. Et M. Yada n'a pas pris l'argent pour voilà, payer des Range Rover ou bien épouser une seconde femme, etc. Non, on sait que voilà, je me suis battu, je suis dans mes droits, mais je suis face à l'État marocain qui ne veut pas m'indemniser. Alors, on entend beaucoup au Burkina, développement endogène, protégeons ce que nous avons de précieux, entre autres. Est-ce que vous pensez que Cotradis doit être traité comme à la limite la prunelle de nos yeux aujourd'hui, que les autorités se disent si on sauve Cotradis, c'est vraiment là une entreprise nationale qu'on aura sauvée? Bon, moi je ne demande pas de passe-droit. Je ne demande pas à ce que Cotradis soit moins traité ou plus traité que d'autres entreprises. Parce que le cas Cotradis, il a été bruité. C'est un cas d'école tout de même. Certes, on avait une ambition d'en faire une structure régionale qui rayonne, surtout qu'on est un pays enclavé. L'expérience a été malheureusement brisée par cette supercherie. Mais on ne perd pas espoir, je crois que l'avenir est devant. Vous êtes un homme d'affaires. Vous avez souffert et vous continuez éventuellement de souffrir. Les jeunes, on entend tout le temps entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à cette jeunesse-là? Moi, je crois que mon expérience, il faut dire que dans l'entrepreneuriat, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Déjà, il faut identifier voilà, un secteur dans lequel on souhaiterait investir, un secteur qu'on aime déjà, un secteur où on a quelques atouts voilà, sur le plan technique. À la suite, il faut bien structurer le projet et y croire. Et comme je dis, il faut aussi que la jeunesse réseaute. Parce qu'on prend du tout cuit aujourd'hui. Pourtant, quand vous avez des modèles, quand vous avez des personnes d'expérience, il faut les approcher, il faut poser des questions, ça vous évite voilà, certaines erreurs. Et ces personnes aussi peuvent vous ouvrir les portes. Je vous dis, mon expérience, souvent on dit, bon, c'est le capital qu'il faut, qui manque le plus. Moi, j'ai commencé, mon premier financement, c'était 4 milliards de francs CFA.
J'avais pas un seul camion, je suis passé de 1 à 40 camions. Donc, c'est pour vous dire que le capital, c'est pas, je dis à la jeunesse, c'est pas seulement le capital, et puis c'est pas le principal. Hein, c'est la volonté d'avancer, c'est d'identifier, comme je dis, un projet porteur. Et puis, le reste aussi, il faut un peu de chance. Il faut avoir des partenaires aussi fiables, pas comme celle que vous avez connue, hein, celui-là que vous avez connu du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, bon, mon expérience est malheureuse, hein, ça, il faut le reconnaître, mais ça aurait pu ne pas être comme ça. Donc, je crois que ça arrive pas très souvent, et donc je crois qu'il ne faut pas se méfier de tout le monde, mais mon expérience quand même, je crois qu'il y a des leçons à tirer. Néanmoins, vous encouragez la jeunesse à entreprendre. Oui, ça c'est un minimum pour un pays, hein, un pays qui veut se développer, ce n'est pas tout le monde dans la fonction publique. C'est pour cela que je rebondis même sur votre question pour dire qu'il est important que les hauts fonctionnaires, les hommes politiques défendent les hommes d'affaires qui prennent des risques pour créer des emplois. Et c'est ces emplois-là et cette force de travail-là qui crée de la richesse et qui permet de construire des écoles, de construire des routes, de construire des hôpitaux et même de les payer. Parce que si les hommes politiques et puis la haute administration ne défendent pas les entrepreneurs, à un moment donné, les entrepreneurs même vont venir en politique. Et je ne crois pas que ça va être les plus médiocres en politique. Donc, pour moi, ils sont interpellés. Le cas Codradis est emblématique. Je ne comprends pas que 350 emplois puissent être détruits comme ça et que, voilà, on va dans une diplomatie un peu passive. Non, à un moment donné, il faut de la poigne, il faut s'assumer. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'on est dans ce schéma. 130 bourses à 80 millions contre 350 emplois, contre 2 milliards qu'ils doivent, etc. Moi, je crois que c'est déséquilibré. Cotradis, on parle d'actionnariat communautaire populaire, entre autres. Est-ce qu'il faut recapitaliser Cotradis au lieu de chercher encore à faire d'autres initiatives qui ne sont pas 100% sûres et fiables? Bon, je veux dire, il y a quand même d'autres exemples qui peuvent mieux attirer. Quand je regarde le cas de Air Burkina, dans un actionnariat populaire, c'est-à-dire recapitaliser Air Burkina, c'est un fleuron national, ils ont 56 ans d'existence sans interruption. C'est un modèle, donc je vais être modeste avec Cotradis. Donc il y a des situations comme Air Burkina qu'on peut rapidement permettre d'avoir les avions propres, avoir un rayonnement régional et même au-delà. Et puis voilà. Il est question d'investir dans les mines, dans l'agriculture et ainsi de suite. Pour l'actionnariat communautaire, est-ce que vous y croyez? Pour moi, je pense que c'est une belle initiative, mais il faut aller avec beaucoup de méthodes, parce que rester dans le virtuel, on dit les mines, on dit l'élevage, on dit l'agriculture, mais il y a des cas où on peut aller tout de suite. Regardez Sosuco, qui a 25% des parts de marché, qui vivote. Dans le cadre d'un actionnariat populaire, on peut même passer à 100% des parts de marché et même pourquoi ne même pas exporter, hein. On peut multiplier les capacités de Sosuco par 6. En ce moment, on exporterait peut-être 30 à 40 000 tonnes en label bio. Et tout ça, c'est des exemples qui sont tangibles, qui sont palpables. Et tout de suite, on va se retrouver à multiplier le personnel de Sosuco en emploi direct et indirect. Si on multiplie par 6, on n'est pas loin de 80 000 emplois. Donc ça, c'est du concret, en fait. Oui, 80 000 emplois dans la zone des Cascades, c'est quasiment le plein emploi là-bas. Oui. Et ça, je crois que c'est du concret. Ça, on peut essayer ça. On est pratiquement en fin d'émission avec vous. L'affaire Cotradis, on en a parlé pendant pratiquement 55 minutes. Est-ce que si vous avez en face le président de la transition, Ibrahim Traoré, qu'est-ce que vous allez lui dire par rapport à ce dossier? Puisqu'il ne vous a pas répondu, nous on vous donne l'occasion de lui parler en face. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je veux dire, mon capitaine, il y a une situation qui se passe qui est quand même dramatique. On a perdu des emplois, il y a des finances qui sont sabordées, pendant que le pays qui est en face fait beaucoup d'argent ici. On a le cas de l'Onatel, où j'ai regardé les chiffres, on se retrouve avec quasiment 30 milliards de bénéfices par an qu'on remonte. Ces bénéfices servent à faire des écoles, des hôpitaux au Maroc où nous on va se soigner, où ils nous donnent des bourses un peu à la petite. Ça, c'est pas acceptable. Et donc pour moi, il faut qu'ils prennent ce problème à bras le corps pour dire que ce mépris n'est pas acceptable et qu'on ira jusqu'au bout de cette affaire.
On ira jusqu'au bout de cette affaire, on s'arrête là. Merci à vous, M. Yada. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. C'est à vous, merci. Et merci également aux téléspectateurs qui ont suivi. On espère naturellement que vous avez suivi de bout en bout le développement qui a été fait par M. Abdulkader Yada, administrateur général de Cotradis, qui veut rentrer dans ses droits par rapport naturellement à ces camions pas de qualité qui ont été livrés par une entreprise marocaine rattachée à la Cour royale. On a envie de dire que le droit soit dit, que le Burkinabé soit rétabli dans tous ses droits. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.